Bonjour et bienvenue sur ma chaîne pour cette partie 2 de mon point lecture. Je vais vous parler cette fois des romans fantasy que j'ai lus depuis, j'ai envie de dire le 20 décembre, mais en l'occurrence le 20 décembre j'ai lu une romance, donc juste après j'ai lu d'autres romans, alors je sais plus dans quel ordre c'était, mais bon, j'ai pioché donc les romances dans l'ordre chronologique, et entre certaines romances j'avais des romans fantasy, donc pareil, dans l'ordre chronologique je vais vous parler des romans fantasy. J'ai lu Absolu, le tome 1, le 3 janvier. Absolu, c'est un roman que j'ai acheté parce qu'il était en promotion et que c'est le roman de Margot de Seine dont j'ai un petit peu entendu parler. J'avais regardé une ou deux vidéos de cette fille sur Booktube. Il me semble qu'elle parle écriture et peut-être aussi lecture. Je n'ai pas beaucoup vu de vidéos quand même, mais j'étais curieuse de voir ce qu'elle avait pu écrire. Absolu, donc c'est Les Mobilisés, je crois, tome 1. C'est un roman vraiment original. Je l'ai lu donc il y a un certain temps maintenant, donc je vais un petit peu avoir du mal à en parler, mais j'ai envie de commencer par dire que je le recommande. Si je suis un petit peu le système de notation que j'essaye de mettre en place, je lui mettrais probablement 4-5 étoiles, 4 étoiles et demie peut-être. C'était prenant, je sais plus si j'ai réussi à lire vraiment très vite, mais l'ambiance était là vraiment. Si je me souviens bien, c'est une dystopie qui se déroule à Varsovie, je crois. Varsovie, il me semble, est la fameuse ville qui s'est retrouvée entourée de murs et complètement coupée du monde parce que il y a une chose à l'intérieur, une chose avec un C majuscule, c'est-à-dire une créature, on ne sait pas vraiment à quoi elle ressemble, il me semble. Elle est très dangereuse, elle tue tout en fait, voilà. Et donc sur plusieurs générations, des jeunes sont envoyés pour essayer de la tuer. Donc on appelle ça les mobilisés, ils sont entraînés, ils ont un rôle. On a donc la faction des intellectuels avec leur capacité à apprendre un certain nombre de langues et à faire de la diplomatie, je suppose, ce genre de choses. Et puis on a les soigneurs, et puis on a les combattants. Et on a également les chefs, ceux qui sont aptes à organiser tout ce beau monde et à manager un peu tout le monde, quoi. Et donc les héros vont être mobilisés. Normalement, tous ne sont pas mobilisés dans cette société. Les rôles sont bien là de base, mais derrière, ils prévoient une vie dans le pays de manière générale. Et si, j'ai envie de dire, ils n'ont pas de chance, ils sont mobilisés et ils sont envoyés donc dans cette fameuse Varsovie complètement fermée. Et ils sont un petit peu envoyés, voilà, comme je dirais pas chair à canon, mais on espère que eux vont y arriver, même si toutes les générations précédentes ont échoué, quoi. Malheureusement, les deux héros, Prime et je sais plus comment elle s'appelle, malheureusement, désolé, ces deux-là vont être sélectionnés pour être mobilisés, donc ils vont être envoyés dans cette zone. Et je crois que ça s'appelle la zone d'ailleurs. Bref, j'ai vraiment tout oublié. Enfin, j'ai oublié tous les termes techniques et voilà, toute l'idée technique, mais en gros, l'univers vraiment m'est resté parce que c'est une ambiance très particulière. Déjà, quand ils arrivent dans cet endroit, il y a tout de suite des échanges de tirs et des choses comme ça, donc on comprend vraiment que c'est très très dangereux parce que la chose n'est pas le seul danger de l'endroit. Il y a tout un système qui s'est mis en place avec des luttes de clans et donc c'est très compliqué de survivre, et la chose est presque la dernière chose dont ils ont à se soucier, même si bien sûr s'ils tombent dessus ils sont un peu morts, hein. Donc voilà. C'était vraiment intéressant. C'est pas le genre de choses que je lis. Je pense que c'est ce que les gens disent en général, quand ils tombent sur quelque chose un petit peu original comme ça, ils disent c'est pas le genre de choses que j'ai l'habitude de lire, parce que ça traite à la base de relations humaines, c'est surtout des relations humaines, et après on a un petit peu de surnaturel, et on dit ah ils sont en train de développer des pouvoirs liés à des mutations, mais le problème c'est que pour débloquer ces pouvoirs, ils ont besoin de survivre, ça passe ou ça casse. Donc s'ils mutent, ils vont potentiellement mourir, il y a de grandes chances qu'ils meurent, mais ceux qui ne meurent pas vont développer des pouvoirs, et ces pouvoirs vont aussi les affecter. Et ceux qui ont ces pouvoirs vont également perdre petit à petit quelque chose, ils vont changer un petit peu trop, on va dire, ils vont muter un petit peu trop, et voilà. Donc il y a un danger dans toutes ces choses-là. Tout est très mystique et très curieux. Il y a des chapitres qui, j'avoue, je les ai toujours pas compris, ces chapitres-là. Je pense qu'on était censé mieux les comprendre, et peut-être que ça a mal été fait à ce niveau-là, mais c'est pas nécessaire pour la compréhension de l'histoire. C'est juste un petit peu comme des espèces de flashbacks de personnages qu'on ne connaît pas bien. Je n'ai pas tout compris sur ces tout petits chapitres, c'est des bribes de phrases qui nous viennent de temps en temps, mais globalement, l'histoire est très très facile à comprendre et très prenante, et on sent qu'il y a plein de choses qui ne sont pas dites, et on sent qu'on va en savoir beaucoup plus dans le tome 2 par exemple. Je n'ai pas encore lu le tome 2, parce que voilà, moi les tomes 2, je me lance rarement dessus, sauf si je les ai à portée de main et que j'ai vraiment rien d'autre à lire, et que voilà, mais c'est vrai que souvent j'ai envie de changer un peu d'univers, sauf si vraiment l'univers
m'a transporté, que c'est un coup de cœur. J'ai rarement des coups de cœur, donc... Mais j'ai envie de lire le tome 2. Ce qui m'a juste fait un petit peu peur, c'est un commentaire, enfin plusieurs commentaires sur une scène horrible apparemment dans le tome 2. Et j'ai très très peur de voir cette scène. Mais du coup, en dehors de ça, c'est pas en rapport avec des animaux, mais c'est en rapport avec un bébé apparemment, bref. Donc depuis que je suis maman, j'ai du mal à voir ce genre de choses, mais visiblement il y a un truc horrible, je ne sais pas quoi, mais bref, ça m'inquiète un petit peu. Mais je vais quand même lire le tome 2 parce que je pense que je veux vraiment lire la suite, comprendre ce qui n'a pas été dit, et je sens que l'univers est plus large et qu'il y a des choses concernant l'histoire du tome 1 qui n'ont pas été dites, quoi, et qu'on peut savoir. D'ailleurs, de toute façon, le tome 1 se termine sur un genre de cliffhanger, on aimerait savoir ce qui se passe après. Mais quand j'ai lu le résumé du tome 2, je me suis dit, ok, bon, ça va pas non plus... on va repartir sur quelque chose d'assez soft, et la tension va probablement monter petit à petit. Tout ça pour dire que j'ai beaucoup aimé ce roman, je le recommande. Je le recommande très certainement, je lui mettrai un 4 étoiles. Il y avait quelques petites... Je vais pas appeler ça des coquilles, parce que les coquilles c'est vraiment, voilà, on appuie sur une touche au lieu d'une autre sur le clavier. Là c'était plus au niveau éditorial, il y avait des petites choses qui étaient un peu bizarres. Je les ai notées, parce que c'est arrivé assez vite que je tombe sur un truc un peu bizarre et que j'ai pas compris. Je l'ai noté pour moi parce que je suis correctrice maintenant, que je suis certifiée, et que quelque part c'est aussi un entraînement de noter les trucs bizarres que je trouve. Vu que j'ai un stylet, ça me permet d'écrire directement en manuscrit sur la liseuse, et donc je voulais voir si je pouvais noter tout ça, bref. Et donc j'ai noté des bizarreries au niveau de la compréhension, des choses où il a fallu que je relise plusieurs fois, et où j'ai vraiment mis du temps à comprendre, et j'avais compris complètement à côté de la plaque, parce que c'était une scène où il y a un personnage qui parle, et je me dis mais pourquoi il dit ça, et en fait c'était pas du tout lui qui parlait, enfin vraiment des choses que normalement qui auraient dû être corrigées, voilà. Mais bon, c'est très rare que ça, enfin c'est arrivé, mais ça n'a pas gêné le reste. C'est-à-dire, à la limite, vous comprenez pas ça, bon tant pis, vous loupez cette petite scène ou ce petit machin, et tant pis, vous passez à autre chose, quoi. Mais voilà, ça c'est un problème éditorial, c'est pas... au niveau de l'écriture, au niveau de l'histoire, j'ai rien à redire. Et donc voilà, je dirais 4 étoiles, je recommande vraiment ce livre. Je sais que je dis beaucoup je recommande, parce que c'est traditionnellement, voilà, je parle d'un livre, je recommande. Non, en fait, il y a des livres que j'ai pas aimés, d'ailleurs, il y en a au moins un dont je vais vous parler, que je ne recommande pas, mais je vais quand même vous en parler au cas où, parce que ça pourrait vous intéresser. Mais voilà, celui-ci, en tout cas, Les Mobilisés, je vous le recommande, et je vais certainement, très très certainement lire le tome 2. C'est pas quelque chose que je vais vous dire sur toutes les sagas, par exemple. Il y a souvent où je dis j'ai pas encore lu le tome 2, bah peut-être que je le lirai jamais. Celui-ci, j'ai vraiment envie de le lire, c'est juste que j'ai pas encore pris le temps, ni de l'acheter, ni de le lire, parce que j'ai encore plein d'autres trucs à lire, mais j'ai vraiment envie de le lire. Je vais passer au suivant. J'ai ensuite lu Les Chroniques Lunaires. Alors voilà, c'est un peu comme Campus Drivers dans la vidéo précédente. Je vais vous parler d'un énorme classique de la fantasy, Cinder, Scarlet, Cress et Winter. Ce sont donc les versions poche que j'ai achetées au Salon du Livre de Montreuil. Et ce sont les 4 tomes donc des Chroniques Lunaires. J'ai toujours cru que ça parlait... en fait, vous voyez ces couvertures, on dirait qu'on est dans un univers fantasy avec une princesse, avec peut-être un système de royauté, etc. Pas du tout. Ces couvertures trompent, mais à la fois c'est pas très gênant vu que tout le monde connaît déjà ces histoires et les a lues, les a pas lues, mais voilà, c'est pas si gênant. C'est un petit jeu sur le fait que on a différentes princesses dans un univers un peu de science-fiction, en fait, c'est de la science-fiction. C'est de la science-fiction, mais il y a quand même quelques pouvoirs. C'est vrai que moi, pendant longtemps, j'ai cru que c'était vraiment fantasy, c'est-à-dire un univers de failles, par exemple, et puis des filles en robe dans la cour, enfin ce genre de choses, quoi. Mais en fait, pas du tout. On commence avec une mécanicienne, donc Cendrillon, hein, qui travaille sur des robots, sur des appareils divers et variés, qui a pas beaucoup d'argent et qui est un petit peu exploité par sa belle-mère et les 2 filles de sa belle-mère. Donc il y a quelques petites variations, quelques petites différences quand même. Par exemple, elle s'entend bien avec l'une des 2 filles, mais pas avec l'autre. Même si les 2 filles ont tendance à pas comprendre sa situation et ont tendance à ne pas réaliser à quel point elle est maltraitée par leur mère. Cette héroïne, Cinder, donc, est en fait une cyborg, et apparemment les cyborgs sont très maltraités par la population. Ce sont bien des humains à qui on a greffé des objets, des morceaux métalliques pour remplacer des membres, ou pour... c'est surtout pour des accidents. Ce n'est pas un univers où les cyborgs sont des personnes qui se sont greffées des choses pour améliorer leur vue ou améliorer leur capacité à je ne sais quoi. C'est vraiment des personnes qui ont eu des opérations parce qu'elles ont failli mourir ou qu'elles ont eu des accidents, etc. Et donc ces personnes sont très très mal vues par la société et sont même utilisées comme cobayes pour tester des antidotes pour une fameuse maladie qui tue tout
et qui est extrêmement contagieuse. D'ailleurs, le roi, en l'occurrence, a cette maladie et est complètement mourant, et c'est une maladie qui est connue pour venir de la Lune, je crois. Sachant que donc sur la Lune vivent les lunaires, c'est-à-dire un peuple qui a une espèce de pouvoir de magnétisation, donc ils sont capables de te faire voir ce que tu ne vois pas réellement. En gros, c'est des espèces d'illusions, ils manipulent le cerveau à plus ou moins grande échelle, pour faire croire et convaincre, voilà. Et donc Cinder va rencontrer le fils de l'empereur, qui est un jeune homme très sympathique. Tous les tomes, en fait, vont se dérouler dans différents continents. Donc là, c'est plutôt continent asiatique. Une épidémie ravage la population, et dans l'espace, on a ce fameux peuple lunaire qui attend de vaincre la Terre et de peupler la Terre, et en gros, la reine lunaire, donc, qui s'appelle Levana, veut en gros se marier avec l'empereur, sauf que l'empereur est mourant, et que après ça, c'est le fils de l'empereur qui s'appelle Kai qui pourrait être un bon candidat derrière pour que la reine devienne impératrice et puisse également régner sur la planète Terre. Cinder détient un secret. C'est un très très gros secret. Comment dire qu'on met du temps à comprendre et au début on nous trompe un petit peu avec un autre secret un peu moindre, mais il est moindre par rapport au vrai secret, mais il est énorme de base. Donc en fait, quand on lit cette histoire, on découvre ça. Je sais pas si j'ai envie de vous le dire parce que tout de suite, dès qu'on découvre ça, on a envie de tourner les pages, on a envie de comprendre, de savoir ce qui va être fait grâce à cette découverte, etc., etc. Donc on a une fameuse découverte qui est en fait un tout petit morceau de ce qu'il y a vraiment à découvrir. Et c'est fou en fait qu'elle ait réussi à nous donner autant l'envie de lire avec ce tout petit fragment de découverte, parce que derrière il y a tellement d'autres choses à voir et tellement d'autres choses à apprendre. Je trouve ça vraiment... Enfin, elle a réussi à nous donner juste ce qu'il fallait comme carburant en fait pour lire ses histoires et découvrir un petit à petit la suite. Enfin, comment dire, je recommande à 1000% ces 4 tomes. J'ai pas lu les spin-offs et les trucs comme ça, j'ai pas lu Levana parce qu'il y a un tome sur Levana, donc la méchante, la grande méchante sorcière. Je recommande très fortement. Donc Cinder, c'est l'histoire donc de cette mécanicienne cyborg, et ensuite on suit Scarlett qui est en France. Scarlett, c'est une jeune fille avec un caractère très fort, très bien trempé. Mais ce que j'aime bien, c'est que c'est probablement l'une des rares à avoir ce caractère-là dans l'histoire. C'est-à-dire que Cinder, c'est juste la fille un peu blasée, tranquille, cool. Après, on a Scarlett, qui est vraiment ça le caractère, qui crie, qui s'énerve et qui est un peu badass. Ensuite, on a Cress. Scarlett, comme vous le voyez, c'est le chaperon rouge, d'accord? Donc là, on a Cendrillon, ici c'est le chaperon rouge. Ensuite, on a Cress, qui est Réponse. Je le voyais à la couverture, hein, déjà, avec les cheveux qui tombent jusqu'en bas, là, et puis qui s'enroulent partout. Cress, donc, elle, c'est plutôt justement la petite fleur bleue, très délicate, romantique et tout, toute mignonne. Et enfin, on a Winter, qui est Blanche-Neige, et qui, elle, est tout simplement la folle. Elle a une case en moins, et c'est pas de sa faute, hein. C'est vraiment... elle est très forte, elle est très douce, elle a un côté naïf et à la fois un côté extrêmement intelligent, et elle est un peu timbrée, mais c'est normal, c'est l'histoire qui veut ça. Et franchement, voilà, j'ai pas envie de vous en dire de trop. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que le deuxième tome, c'est celui qui m'a le moins plu sur les 4, parce que on a un petit peu plus une espèce de voyage, et c'est tout. Enfin, il y a une histoire derrière, mais c'est surtout un voyage à travers le pays, avec quelques aventures, etc. Mais il y a moins de péripéties, il y a moins d'aller-retour, de rebondissements. Les 4, je recommande fortement, 5 étoiles. Ceux qui ne l'ont pas découvert, enfin, moi j'ai attendu longtemps avant de les lire, je sais pas pourquoi. Je crois qu'en fait, à chaque fois, je me disais, ah ouais, c'est quoi cette saga que tout le monde a lu et que tout le monde a adoré et tout. Et je regardais le résumé, je disais, ah, c'est pas du tout ce que je pensais. Et du coup, ça me faisait reculer juste parce que j'étais plus sûre de moi en fait. Et je voyais que finalement, c'était pas du tout de la fantaisie. Je sais pas, quand je vois ça, ça me fait un peu penser à Cotard, à des cours, la royauté, etc. Et je ne pensais pas du tout à une histoire plus science-fiction. Mais c'est de la science-fiction en fait. Il y a des vaisseaux spatiaux, voilà. Mais il y a aussi un petit peu de magie avec le pouvoir des lunaires. Voilà, c'est tout. Rien à dire, c'est vraiment génial. Ensuite, j'ai lu 200 d'écume et de glace de Alexiane Delis. C'est aux éditions Michel Lafon. J'ai oublié de donner les éditions à chaque fois, je suis désolée. Bon, pour les 4 tomes, c'est dans les éditions best-seller de PKJ. Donc 200 d'écume et de glace, le tome 1. Je l'ai lu le 18 février, donc entre-temps j'ai lu les 4 tomes des Chroniques lunaires, je les ai lus, j'ai terminé les 4 tomes le 8 janvier, le 14 janvier, le 23 janvier et puis le 4 février. Donc voilà, je lis un petit peu lentement, mais je les ai quand même lus assez rapidement. Ils sont tous de plus en plus épais, hein. Je sais pas si vous avez vu, le Cinder il est tout fin, et puis le 4e Winter il est très très épais. 200 d'écume et de glace, donc le 10 février je l'ai lu, et en fait ça raconte... c'est une histoire de sirène, globalement. Celui-là, c'est même pas celui auquel je pensais, mais celui-là je vais pas vous le recommander forcément.
Bon, pas plus tant que ça, quoi. Je l'ai lu jusqu'au bout, je pense pas que je l'aurais abandonné, hein. De toute façon il était assez rapide à lire, il me semble, mais bref. Je trouve ça un peu dommage que les titres deviennent un peu tous stéréotypés comme ça, tous sur le même modèle. On a un palais d'épines et de roses et compagnie, et là on a donc de sang, d'écume et de glace. Je trouve d'ailleurs que ce titre, en tout cas pour le tome 1, ne colle pas tant que ça. De sang, il n'y a pas tant de sang que ça, c'est plus de la bagarre à coups de poing, j'ai envie de dire, mais bon, il y a de l'eau, il y a de la mer, mais il n'y a pas de sang. D'écume, oui, et de glace, pas du tout. Enfin, j'ai pas compris d'où ça venait, mais bref, je suppose que le but c'était de faire un joli titre, et peut-être qu'il y a un rapport avec les tomes 2, 3, etc. Mais bon, je trouve que le titre, voilà, c'est beaucoup d'efforts pour que ça colle au format qui est un peu à la mode en ce moment, mais je trouve ça dommage parce que c'est joli, mais voilà, ça ne dit rien sur le roman, quoi. Parfois un titre, ça peut aussi donner un peu la personnalité du roman et un peu donner l'ambiance, mais là, moi, ça me fait juste penser à Cotard et aux autres romans qui ont ce type de texte. D'ailleurs, je sais pas si j'en ai beaucoup d'autres qui avaient ce type de titre, pardon, mais j'en ai vu beaucoup mentionné sur la chaîne de Nina Quill et d'autres chaînes, et je me demande pourquoi tout le monde se met à... Enfin, moi, si j'écrivais un bouquin et que je l'éditais, la première chose que je voudrais, c'est au contraire que j'ai un titre qui change un petit peu, qui détonne un petit peu sur les autres, quoi. Donc, bon, c'est pas grave, c'est peut-être aussi les éditeurs qui poussent pour que le titre ressemble à celui des autres, mais je suis désolée, l'histoire ne ressemble pas. C'est pas les Faé, c'est l'histoire d'une jeune fille qui se fait un peu harceler à l'école parce que, enfin au lycée, parce qu'elle est pas super jolie visiblement, elle a des problèmes de peau, elle a des problèmes de cheveux, elle ressemble pas à grand chose. Je dis ça, c'est pas pour être méchante, parce que visiblement il y a une raison derrière. À un moment donné, elle va aller en Bretagne parce qu'elle va être envoyée par son père, un peu pressée, hein, on dirait, en vacances, chez la tante, donc la sœur du père, donc près de la mer, alors que sa mère a toujours répété toute sa vie qu'elle avait la phobie de l'eau et qu'elle n'aimait pas l'eau. Alors, ce que je trouve très bizarre d'ailleurs, c'est que tout le temps, elle dit ça, elle dit ouais, ma mère m'a toujours dit que j'avais la phobie de l'eau, ou que je pouvais pas supporter l'eau, je sais pas quoi, et en fait elle dit ça comme si elle le savait pas elle-même, enfin, ce qui est très bizarre. Peut-être que c'est parce qu'elle suppose que c'était quand elle était petite et qu'elle s'en souvient pas, mais je sais pas. En tout cas, sa mère, clairement, ne veut pas qu'elle touche l'eau. Mais elle comprend pas pourquoi, elle se pose pas de questions. Finalement, elle se fait envoyer par son père en Bretagne. On sent que le père fait ça sans dire à la mère, ça c'est quasi sûr. D'ailleurs, je crois qu'il le dit qu'il l'a pas dit à sa mère et que c'est juste qu'elle a besoin de prendre des vacances, d'accord ? Et elle va donc rencontrer cette fameuse tante qui est assez rigolote. Elle étudie les espèces marines et tout, elle a des poissons venimeux dans ses bocaux et dans ses aquariums. Et assez rapidement, elle va faire trempette dans l'eau sans forcément le vouloir, et elle va se rendre compte que sa peau réagit bizarrement à l'eau. Bref, c'est une histoire de sirène, hein, donc encore une fois, voilà, elle se rend compte qu'il y a un truc bizarre, qu'elle n'est pas qui elle pense être, que en tout cas, donc, il y a quelque chose caché là-dessous et que son apparence hideuse n'est peut-être pas sa véritable apparence. Et donc, c'est probablement la partie qui est la plus prenante quand on lit le livre, parce que on commence au lycée où elle est là en train de se faire critiquer par d'autres filles et tout, puis tout d'un coup elle est chez son père, on l'envoie en Bretagne, et il n'y a rien de spécial. Et là, finalement, on gratte un peu sous la couche et on découvre qui elle est, et elle-même, elle le découvre. Ce qui est un petit peu agaçant d'ailleurs, c'est que elle réagit pas plus que ça, elle a plus la trouille qu'autre chose. Alors évidemment que c'est réaliste, je suppose qu'elle comprend pas ce qui lui arrive et qu'elle a la trouille, mais je sais pas, moi je l'ai vu d'un point de vue un peu... bon allez, on a compris, t'as peur, mais vas-y quoi. Enfin, moi je veux connaître la suite, j'ai envie de voir ce qui se passe et de comprendre ce qu'il y a à comprendre, et en fait ça ralentissait un petit peu le rythme de cette révélation de ce qui se passait. Encore une fois, j'essaie de contourner le spoil, même si bon, vous vous doutez un petit peu de ce qui se passe, mais j'ai trouvé l'héroïne un peu pénible, et d'ailleurs je pense qu'elle est pénible tout le long. Il faudrait vraiment que je prenne des notes à chaque fois que je lis et au cours de ma lecture, parce que moi je raconte des tonnes de trucs à mon mari, je lui dis, elle se rend compte, elle dit ça, puis après elle fait ça, puis ça n'a pas de sens, et que... Enfin bref, je dis toutes ces choses-là, et mon mari se marre, il se dit, mais qu'est-ce qu'elle lit comme bêtise là ? Et finalement, je peux pas les retranscrire, ces choses-là, ces avis très précis sur les livres que je lis, parce que des mois plus tard, je me souviens plus bien. Mais voilà, il y avait un certain nombre d'incohérences ou de choses un peu, de réactions un peu bizarroïdes des personnages, et le protagoniste masculin, potentiellement donc le futur amoureux, il est un peu agaçant. Ouais, je sais pas quoi dire. Après ça, pareil, c'est un peu la même raison pour laquelle j'ai moins aimé le tome 2 de la saga des Chroniques Lunaires, c'est que
Là, on a un roman où au début il se passe des trucs, puis tout d'un coup, on est sur un grand voyage où en fait, c'est juste on se déplace, et il y a des interactions entre les personnages. Enfin, je dis ça, j'ai écrit littéralement la même chose avec l'appel du Chatral, même la réécriture, c'est encore un grand voyage, mais j'ai essayé de ponctuer ça d'un certain nombre de choses qui se passent. Là, on est sur ouais, juste l'interaction entre les personnages, lui qui la force à avancer, elle qui se dit de temps en temps « Ah, je pourrais essayer de lutter », mais en fait non, elle peut pas, en fait, elle a pas la force, elle a pas le pouvoir pour lutter contre lui. Donc pourquoi est-ce qu'une fois de temps en temps elle se dit qu'elle va encore lutter alors que elle a clairement déjà essayé 10 fois et ça n'a pas fonctionné. Enfin, je sais pas, c'est probablement un petit peu inexpérimenté, un petit peu jeune comme histoire. J'ai eu du mal à lire, à apprécier ma lecture quoi. Et j'ai continué à lire par curiosité, mais c'était un peu bizarre, voilà. Après j'ai lu les commentaires sur Livre Addict, j'ai vu des gens qui ont adoré, je pense que c'est des plus jeunes et que sûrement ça peut plaire à des gens, donc enfin n'hésitez surtout pas si ça vous tente quand même. C'est une histoire de clan de sirènes, voilà. Donc il y a différents types de sirènes, il y a différents pouvoirs, il y a des histoires, des légendes qui sont en réalité pas si fausses et encore actuelles et encore voilà. Et il y a on va dire des complots ou en tout cas des mensonges parce que elle est au contact de ce clan on va dire, je sais pas comment on peut appeler ça, c'est une race de sirènes quoi. Elle est au contact de cette race de sirènes qui n'est pas en fait vraiment la sienne, donc elle a des choses à découvrir, elle a des origines à découvrir. Elle se rend compte qu'elle ne sait rien sur elle-même et sur son passé et sur ses origines. Elle va se rendre compte aussi qu'on lui dit pas tout, parce que de toute façon ils ont pas d'intérêt à tout lui dire, donc en fait elle va devoir partir en mission, donc ça c'est le tome 2 que je n'ai pas lu, que je pense pas que je vais le lire. En fait, enfin, je vous dis je pense pas, mais je ne vais pas le lire, ça m'intéresse pas assez pour ça. Mais le tome 2 donc va raconter sa mission pour cette personne, cette reine d'une race de sirènes qui n'est pas du tout la sienne et qui n'a pas les mêmes intérêts que sa race à elle de sirène. Enfin bref, elle va devoir en gros obéir parce qu'elle n'a pas d'autre choix et tout à la fois essayer de faire attention à pas mettre en danger les gens, le monde. Il y a des gros enjeux. Il va y avoir sans doute un peu plus d'action à partir du tome 2, mais voilà, sinon au niveau de la romance, elle est assez soft dans le tome 1, enfin même très soft dans le tome 1, et j'ai trouvé ça trop long, trop lent. Mais peut-être que si vous aimez bien le tome 1, le tome 2 sera encore meilleur, je ne sais pas. À vous de voir, à vous d'essayer. Moi, perso, voilà, je mets 2 étoiles, je dirais, parce que ça ne m'a pas convaincu ni la forme ni le fond. C'est pas bourré de faute ni rien, mais je mets 2 par rapport je trouve à la pauvreté de l'histoire et de sa cohérence et de la manière dont certaines choses, certains éléments du scénario de l'histoire et du contexte aurait pu être posé pour que ce soit plus crédible et plus agréable à gober. Mais voilà, là j'ai du mal avec des technologies un peu bizarroïdes qui fonctionnent sous l'eau parce que les sirènes ont créé des choses et tout, et c'est un peu tiré par les cheveux, il y a des choses, c'est dit comme ça et on doit juste le prendre pour acquis, ok d'accord c'est comme ça, et c'est difficilement crédible. En fait, c'est pas évident hein, de créer un univers avec des sirènes, dire oui, que tout se passe sous l'eau, mais en réalité, faut arriver à visualiser le truc quoi. Donc je pense que peut-être que pour les plus jeunes, ça passe mieux. C'est clairement du young adulte en tout cas, de ce que j'ai vu. Il n'y a pas de truc trop sensible. C'est peut-être parce que c'est trop jeune, mais moi j'ai pas apprécié quoi. Ensuite j'ai lu Fourth Wing de Rebecca Yarros sur Nextory. C'est le premier truc que j'ai trouvé sur Nextory, j'ai fait bah je vais le lire parce que Nina Quill en parle tout le temps. Apparemment ça a fait un gros buzz, donc je voulais le lire, me faire une idée. Et comme c'est en français, c'est parfait. Je sais pas si le tome 2 a été traduit, je pense qu'il n'a pas encore été traduit, ou alors il vient de l'être, je ne sais pas, mais voilà, je sais qu'il y aura le tome 2 bientôt, je ne sais pas si je le lirai. Ça vous donne une idée déjà de mon avis. C'était bien, et à la fois prévisible, pas à ce point-là bien écrit, enfin, vous me direz, c'était pas bien traduit non plus, donc il y avait peut-être des trucs que j'ai pas apprécié, mais qu'en fait c'était mal traduit, j'en sais rien. Je sais qu'il y a eu des mauvaises traductions, comme le fait de dire tu fuis au lieu de tu saignes, des trucs comme ça qui n'ont aucun sens, ou des moments où en fait un personnage parle à un autre personnage, et d'un personnage, et c'est très confus parce que finalement, enfin la traductrice ou le traducteur n'a pas compris ça, et l'a traduit autrement, et du coup on croit qu'on parle d'un autre personnage, enfin bref, il y a des bizarreries comme ça, mais c'est pas grave. En tout cas, globalement ça se comprend, globalement ça se lit. Je suis sûre que c'est pour qu'il y a plein de clients pour ce livre. Moi, ça me touche plus comme avant. C'est une jeune fille qui est la fille d'une générale, ou commandante, générale je crois. Cette générale donc, elle a eu 3 enfants. Elle a eu un garçon qui est décédé en devenant un chevaucheur de dragons. Je vais pas forcément utiliser les bons termes, hein, désolé si j'utilise pas les bons termes, chauffeur, dragon, enfin il y a les griffonniers, il y a les dragonniers ou les je sais pas quoi, c'est pas dragonnier d'ailleurs je crois, c'est conducteur de dragon, enfin bref, peu importe.
Je crois que c'est des conducteurs. Mais bref, il est devenu conducteur de dragon. Il est décédé à cause d'une histoire de magie et tout, parce que quand on monte un dragon, on peut développer un pouvoir lié à ce dragon, unique à soi, mais qui vient du dragon. J'ai du mal à comprendre la technicité de tout ça, parce que de ce que je comprends, ils développent leur pouvoir en canalisant, je crois. Mais je comprends pas ce que ça veut dire exactement, canaliser. Et à la fois il y a le pouvoir qu'on a sans canaliser et en canalisant, et enfin j'ai rien compris, c'est très flou pour moi. Je ne sais pas si ça aurait été moins flou en anglais, enfin en lisant la version d'origine ou avec une bonne traduction, je ne suis pas certaine. C'est juste un univers que l'autrice a décidé de détailler et que j'ai pas toujours tout compris, mais c'est pas très grave. Mais en gros, donc, il y a ces fameux pouvoirs, et donc bref, le grand frère est décédé, et la grande sœur, donc, parce qu'il y a une grande sœur, elle est devenue donc conductrice de dragon, et l'héroïne, elle veut être scribe. Elle s'est entraînée pour être scribe, c'est ça qui est complètement fou, c'est qu'elle a une formation pour être scribe, ça fait des années qu'elle travaille pour être scribe, elle a l'intention de le devenir, et au moment donc où elle va choisir sa voie, parce qu'il y a une espèce de cérémonie machin, en fait sa mère juste avant lui dit non mais au fait moi je veux que tu sois conductrice de dragon parce que tous mes gosses seront conducteurs de dragon, c'est comme ça et point, enfin voilà. Et du coup elle la force à aller faire une autre, à ne pas terminer sa formation de scribe, donc, et à devenir conductrice de dragon. Et quand je dis devenir, c'est en réalité essayer de devenir, puisque elle va devoir passer tout un tas d'épreuves. Alors apparemment c'est un truc qui est à la mode, je pourrais pas dire que j'aime pas ça, et je pourrais juste dire que j'ai lu des romans qui parlaient d'épreuves, et franchement c'était pas top. Les épreuves, peut-être qu'il y en a qui sont bien fichues, sûrement. Sans doute que Harry Potter 4 était pas trop mal sur ce point-là, j'en sais rien, mais bref, je suis pas fan de cette histoire d'épreuve où en fait tout le monde peut s'entretuer parce que en réalité si t'es un faible conducteur de dragon, t'as pas ta place dans une escouade, tu peux mettre en danger les autres, et du coup les autres futurs conducteurs de dragon peuvent te mettre en danger ou te tuer. Et si tu meurs, c'est pas de bol, ça veut dire que t'étais faible et que voilà, c'est la loi du plus fort, quoi. Donc c'est celui qui survit, c'est celui qui en fait a la capacité de monter un dragon et qui aura la capacité de protéger les autres dans une escouade, ou d'être un maillon fort et de ne pas mettre les autres en danger. Donc voilà, en gros c'est l'idée, ce qui est un petit peu agaçant parce que bon, enfin, je sais pas, j'aime pas trop cette mentalité là. Et du coup on a cette idée que l'héroïne va systématiquement être en danger, que n'importe qui pourrait vouloir la tuer, et qu'en plus de ça, comme elle est la fille de la générale Bidule, qui est à l'origine d'un certain nombre de punitions d'indépendantistes en fait, qui ont fait des bêtises dans le pays auparavant, tous les gosses de ces indépendantistes ont en fait la haine contre elle, cette générale, et ses enfants. Donc du coup, Violette, parce qu'elle s'appelle Violette, elle est pas super appréciée par tous ces gosses-là qui sont justement dans l'académie de conducteurs de dragons parce que ils sont obligés de faire ça. Genre, c'est censé être ultra prestigieux d'être un conducteur de dragon, mais comme on en meurt beaucoup, du coup ils ont tous été envoyés là pour essayer d'être... Enfin, voilà, ils ont voulu les éliminer de cette manière-là, de manière soft, en leur disant vous êtes forcés de servir le pays en devenant conducteur de dragon, mais ils savent très bien que la plupart vont mourir. Il y en a plein des conducteurs de dragons qui sont en réalité des enfants de parents qui ont été tués méchamment par la générale. Ça pue le complot politique, ça pue les trucs qu'on nous raconte qui sont faux, qu'en fait on nous a pas dit la vérité, et qu'en fait si, qu'en fait ça, et que les méchants sont des gentils, que les gentils sont des méchants, et que ci, que ça, bon bref. Mais c'est tout le long, on sent que c'est très très prévisible, et au final on n'a pas de réponse, hein. Je pense qu'on aura des réponses peut-être dans le tome 2, peut-être pas, peut-être que ce sera dans le tome 3, je sais pas combien il y a de tomes, je pense qu'il doit y en avoir au moins 3 ou 4. Elle est là, elle est pas entraînée, elle a des chaussures trop lisses, et elle a un sac à dos trop lourd, et elle est habillée, voilà, elle est pas très musclée, elle est toute petite, toute frêle, et on va l'envoyer traverser une espèce de parapet sous le vent et la pluie, alors clairement elle a aucune chance de survie, pour se retrouver de l'autre côté et commencer son entraînement comme conductrice de dragon. Et la mère, elle lui dit ça sans souci, alors que clairement elle n'est pas entraînée, qu'elle n'est pas préparée, qu'elle lui a pas dit comment survivre. La seule raison pour laquelle Violette a survécu, c'est que dans la foulée, en sortant du bureau de sa mère, sa grande sœur l'a prise à part et lui a dit ok, tu vas vider ton sac, tu vas enlever des affaires parce que t'es trop lourd, tu vas mourir, ensuite tu vas prendre telle chaussure parce que regarde, elles ont des semelles crantées, et que tu vas bien t'accrocher sur le parapet parce qu'il y aura du vent tout à l'heure et que tu vas mourir, et en gros voilà, elle lui revoit toute sa tenue, et si elle n'avait pas été là, Violette serait morte, bêtement, pour être polie, parce que sa mère a décidé du jour au lendemain, tiens en fait non, tu vas être conductrice de dragon, je te l'avais pas dit avant, mais voilà. Bref. Donc voilà, donc finalement évidemment Violette va défier les probabilités et va faire des choses, enfin elle est intelligente, donc forcément elle va gagner là où les autres qui sont plus costauds mais un peu moins cultivés, on va dire, voilà, donc
et elle va rencontrer un certain fils d'indépendantiste. Je dis d'indépendantiste, je sais plus exactement mais ce qui s'est passé au niveau politique. Mais voilà, c'est un gars qui est censé la détester du plus profond de son être. C'est même le premier, je crois, de ces enfants-là, le plus âgé, qui est sur le point en fait, de sortir de l'académie et d'être un conducteur de dragon officiel, voilà. Et elle le rencontre, et évidemment, donc, tout de suite, il y a une attirance physique, et après, de toute façon, ils sont censés se détester. Alors bon, c'est encore un enemies to lovers, là, qui est motivé par le fait que, visiblement, ils se détestent tous les deux, parce qu'ils détestent leurs parents mutuels. Parce qu'elle, elle le déteste, parce que, visiblement, ses parents sont à l'origine de la mort de son frère, puisque le frère serait mort à cause des indépendantistes lors d'un de ces combats-là, quoi. Vous avez effectivement, à un moment donné, des interactions avec les dragons, qui sont des grosses bébêtes, qui sont très intelligentes, qui sont en fait c'est un peuple comme un autre. Et c'est pas juste des animaux, c'est vraiment, voilà, ils ont tout un tas de pensées bien construites, il y a de la télépathie, donc vous avez les dialogues avec les dragons, etc. Une fois, bien sûr, que les personnages se lient à leurs dragons. C'est très prenant, je me souviens qu'il y a eu, dans ces moments-là, des moments où il y a des rapports avec les dragons, et surtout certains moments très précis auxquels je pense, c'est très très prenant, mais je me souviens d'un moment, d'un chapitre, le chapitre s'est terminé, et j'ai dit, je pense que c'était le dernier chapitre que je devais lire de la soirée ou quoi, il était tard, je vais me coucher, couper mon téléphone, et je me dis, je lis ces dernières phrases, et je suis en mode, mais c'est pas possible, je peux pas m'arrêter à ce chapitre-là, c'est pas possible, c'était trop... voilà, c'était vraiment le chapitre de tout le bouquin où j'aurais pas pu le lâcher, quoi. Qu'est-ce que je fais? Je lis les quelques phrases suivantes du chapitre suivant pour voir si je vais être satisfaite. Et non, en fait, on a cette espèce d'énorme retombée de tension où, ah, finalement, non, il y a une big ellipse, et on avait ce truc ultra prenant, on veut savoir la suite, et là on a une ellipse, et ouais, et où est-ce que ça va? Et je sais pas, grosse déception. Je crois même qu'à ce moment-là, du coup, je me suis dit, bon, bah, je peux m'endormir, hein, c'est bon. Je sais que de toute façon, c'est comme si c'était n'importe quel autre chapitre, ça ne changera rien. Je n'aurai pas les réponses à mes questions, je ne sais pas ce qui se passe, ou je vais devoir attendre un certain nombre de pages pour savoir ce qui se passe, voire même un tome ou deux. Bref, mais oui, voilà, donc j'ai cru comprendre que le tome 2, c'était pareil, ça décevait un petit peu au niveau du début, on pense qu'on va avoir les réponses à nos questions, puis on repart entre guillemets à zéro en quelque sorte. Je crois que le tome 2, c'est l'année suivante des études dans cette école, donc je suppose qu'effectivement il y a une espèce de retombée de tension, et visiblement il y avait trop de pages, trop de choses qui auraient dû ne pas être remises, mais bon, je sais pas si je lirai la suite, peut-être que je la dirai par curiosité, parce que ça fait beaucoup parler, parce que peut-être que ça, je sais pas, sorti en film, ou en série Netflix, et que ça va être beaucoup mentionné, traité, ça va peut-être être une référence, et peut-être que j'ai envie de savoir du coup ce qui se passe, voir si vraiment il y a du nouveau, il y a de l'intéressant. Mais pour l'instant, j'ai pas été à ce point-là transcendée. Peut-être aussi que que je m'attendais à beaucoup en ayant vu les vidéos de Nina Quill. Je pense que c'est pas mauvais du tout, et je pourrais dire que c'est du 3,5-4 quoi. Étoiles. 3,5, 4 étoiles sur 5. Je sais pas pourquoi il y a une hype pareille. Vraiment, peut-être que la hype a affecté mon avis sur la question. Je ne sais pas. C'est quand même meilleur que 200 d'écume et de glace. Hein. Dans le genre classique, cliché, prévisible, mais bien écrit quand même, avec des liaisons humains, dragons et quelques complots politiques, et une romance pas trop mal faite, avec quelques scènes sympas et tout, c'est pas trop mal, voilà. Mais après, c'est pas le coup de cœur, clairement pas le coup de cœur. Enfin ouais, je vais passer à la suite. Il me reste 2 romans, donc Le Faiseur de rêves. Je vais vous en parler parce que mon mari m'a offert les 2 tomes, tome 1, et j'ai le tome 2 ici. Paf, tome 2, La Muse des cauchemars. Vous voyez mon petit marque-page que j'utilise de la maison d'édition qui a disparu malheureusement. Donc Le Faiseur de rêves, c'est un roman, c'est une saga, c'est 2 tomes dont j'ai beaucoup entendu parler pendant un certain temps. Donc c'est de Laini Taylor, je dis Laini, je sais pas comment ça se prononce. C'est aux éditions Lumen. J'en ai beaucoup entendu parler au même titre que La Passeuse de mots, les 3 tomes que mon mari m'a également offert à mon anniversaire, et que j'ai pas encore lu donc. Et je savais pas lequel était lequel, parce que j'ai entendu parler des 2 dans la même période, je pense. J'ai dû les ajouter en même temps dans ma wishlist, et du coup je confondais un peu les 2, je savais pas lequel les 2 racontaient quoi. Et voilà, pour moi les 2 avaient à peu près le même succès, je saurais pas les différencier, il faudra que j'attende d'avoir fini cette saga, que je commence à lire La Passeuse de mots, que je vois que ça ne raconte pas du tout la même chose, à mon avis, ça n'a rien à voir. Mais voilà, donc Le Faiseur de rêves, c'est une histoire extrêmement bien écrite. La plume est incroyable, je trouve. J'ai été étonnée que certains, sur Livre Addict, dans les commentaires,
trouve justement la plume bizarroïde, compliquée et qu'elle ne leur a pas beaucoup plu. Elle est effectivement très complexe. Je sais pas comment expliquer. Et pour moi, elle est super. Enfin, j'ai rien à redire. C'est extrêmement bien écrit. Il y a des images dans la manière dont c'est raconté. Ça fait très jeunesse dans la manière dont c'est écrit. C'est compliqué à expliquer hein, parce que c'est très abstrait. Mais moi, ça me fait un effet. Enfin, de toute façon, c'est une saga jeunesse, c'est de la fantasy jeunesse. Il y a une romance, mais c'est pas une romance telle qu'on les connaît. C'est pas de la romantasy. C'est vraiment. C'est tellement original. N'essayez même pas de dire ah d'accord, donc c'est comme si, c'est comme ça. Non, c'est pas comparable. C'est vraiment pas comparable. Bref, ça raconte l'histoire donc d'un orphelin, Laszlo. Peut-être que la manière de vous décrire mieux l'histoire, ce serait de vous dire que on suit Laszlo, on a quelques anecdotes au fil de sa croissance. On sait qu'il a été recueilli orphelin, qu'il était presque mourant, qu'il savait même pas s'il allait survivre. Il y a la guerre, il est arrivé dans un chariot avec plein d'autres gosses, et voilà, c'est comme ça. On sait pas d'où il vient, on savait même pas quel âge il avait, on lui avait donné une petite date de naissance comme ça, mais voilà, on savait pas qui il était, quoi. Il a été recueilli dans un monastère, je crois. Il a développé un amour pour les livres, grâce à un poisson avarié qui a rendu malade tout le monde. Il était le seul à pouvoir aller livrer, je ne sais quoi, des parchemins ou des trucs comme ça à la bibliothèque d'une grande ville. Et il a pu y rester tout simplement, il ne voulait plus partir. Il est resté juste bibliothécaire, c'est-à-dire c'est lui qui fournit les documents aux chercheurs, il est pas grand chose, il a un rôle quand même assez bas dans la société, il ne pouvait pas, comment dire, gravir les échelons. Et à côté de ça, on avait aussi une anecdote sur le fait qu'enfant, il avait rencontré un moine qui racontait des trucs un peu délire sur une ville qui s'appelait Désolation. Enfin, elle s'appelait pas Désolation en l'occurrence, elle avait un petit nom, mais on ne connaît plus le nom. Il avait donc entendu parler de cette ville et de ces choses merveilleuses qu'il y avait dans cette ville, de ces montures gracieuses et d'un univers vraiment magnifique, avec des couleurs, avec des pouvoirs, des guerriers qui utilisaient des scorpions pour s'injecter via le dard du scorpion une espèce de sérum de force, et derrière ils combattaient de cette manière-là, on les appelle les Taiserkane. Il s'est peuplé en fait son esprit de toutes ces choses que le moine racontait, et auxquelles le moine croyait dur comme fer. Et donc il avait commencé à jouer un petit peu, à être un Taiserkane avec son petit scorpion dans une cage accroché à sa ceinture, etc., etc. Très original comme univers, et très original en tout cas tout ce qui se racontait, et on a l'impression que c'est complètement fou. Et au final, au moment de jouer à ça, il devait avoir 6-8 ans, j'en sais rien. Tout d'un coup, il crie le nom de la ville, et dans la minute qui suit, il l'oublie complètement. Et quand il essaye à nouveau de crier le nom de cette ville, il crie Désolation. Désolation, c'est le mot qui remplace le nom de la ville. Et pas moyen de retrouver le nom de cette ville. Alors il court voir le moine, et il lui dit la ville, comment est-ce qu'elle s'appelle et tout. Et le moine, il lui dit elle s'appelle Désolation. Et le moine réagit au moment où il prononce ce mot. Il comprend qu'il n'est pas du tout en train de prononcer le bon mot, mais il n'arrive pas à retrouver le nom de la ville, et quand il essaye de prononcer ce nom, il prononce le mot Désolation. Ça devient la recherche d'une vie, on va dire, même si Laszlo n'a pas le temps de vieillir. Il recherche tout ce qu'il peut dans la bibliothèque sur Désolation, sur cette ville que tout le monde a oubliée et que tout le monde pense n'avoir jamais existé. En fait, ils pensent vraiment tous que c'était des vieilles légendes, des contes, et ils s'en foutent complètement. Et lui, il retrouve tout ce qu'il peut, et il écrit des espèces de mémoires. Il relit des livres personnels pour lui, dans lesquels il marque tout ce qu'il retrouve sur Désolation, des commandes qu'ont fait des rois dans des contrées lointaines pour obtenir des choses qui se faisaient à Désolation, qui permettaient d'allonger la durée de vie, ce genre de choses. Finalement, Désolation va venir à lui, puisque une caravane venant de là-bas arrive avec justement tout l'attirail, les Taiserkane et tout. Il y croit pas, quoi. Et il faut savoir qu'on met du temps avant d'arriver à ça, hein. On met vraiment du temps, hein. On n'y est pas tout de suite, hein. Ça met le temps, c'est très descriptif, on prend le temps de poser contexte, etc. Donc le premier tome est assez lent. Mais à un moment donné, quand ça démarre vraiment, il se passe des choses. Et le tome 2, je commence à peine à le lire, hein, et ça commence immédiatement. J'avais peur que ça devienne très lent comme le tome 1. Mais en fait, on a tout de suite des informations qui sont données, en fait, c'est incroyable. Dès les premiers chapitres du tome 2, on a tout de suite des informations qu'on a attendu tout le tome 1 d'avoir, et pouf, il y a tout un tas de petites choses qui sont dites, on se dit « Ah mais en fait ça, donc c'est ça !» Et jusque-là, jamais on avait eu d'indice là-dessus. C'est comme si l'autrice avait choisi de changer d'avis sur la nature de certains personnages, ou de certaines de l'origine de certaines choses, vous voyez. Et c'est pas le cas, hein. On sait qu'elle a tout prévu parce que ça se voit, mais c'est comme si elle avait changé d'avis tout d'un coup, et elle donne toutes les nouvelles informations. Elle dit en fait ça c'était plutôt ci, et en fait ça c'était ça, et
c'est incroyable. Enfin bref, mais du coup on redémarre, enfin on embranche avec la suite et on a aussi des petites scènes de personnages encore nouveaux qui vont nous aider à comprendre l'origine de tout. Mais on a plein de choses qui sont pas sues à la fin de ce tome-là, mais il y a déjà une aventure incroyable là-dedans. Et on est très vite happé, on est happé à un moment donné par tout qui s'accélère. En fait, c'est tellement lent qu'à un moment donné, quand ça s'accélère, c'est vraiment waouh, ah enfin il se passe des trucs et c'est assez incroyable. Pour la notation, je vais probablement mettre 5 étoiles aussi parce que je vais peut-être être trop gentille avec les notations, j'en sais rien. Normalement, moi je suis super exigeante, mais c'est vrai que ces derniers temps, moi j'ai dit à mon mari, tu sais quoi, je vais faire une liste avec tout ce qu'il y a dans ma pile à lire, enfin dans ma liste de lecture, enfin c'est pas ça, dans les livres que je voudrais acheter pour les lire, des choses que j'aimerais acheter mais que je ne possède pas, et je lui ai dit je vais te faire une liste des choses qui sont prioritaires parce que j'en ai beaucoup entendu parler, parce qu'il y a beaucoup de coups de cœur dessus, que j'ai l'impression que ça revient, les gens en parlent, et du coup finalement bah effectivement c'est les meilleurs livres que j'ai lus depuis un certain temps, que ce soit les romances, ou voilà, et la saga donc des Chroniques lunaires, parce que bah, ça faisait longtemps que je devais la lire et que je repoussais le moment. On y trouve son compte quoi, quel que soit l'âge, hein. Enfin, c'est vraiment très original et super à suivre. Il va suivre cette caravane. La caravane recherche des scientifiques pour les aider à régler un problème qu'ils ont à Désolation. Alors on se doute bien qu'il y a un rapport avec le fait que Désolation ne s'appelle plus Désolation, enfin vous voyez ce que je veux dire, que son nom a disparu. Mais c'est pas vraiment dit. On sait qu'il y a un problème, mais on sait pas ce que c'est comme problème. Donc on a ce petit mystère là pendant un certain temps, et puis à un moment donné on comprend quel est le problème, et on part sur un autre univers encore, alors qu'on est peut-être à la moitié du bouquin, et on part sur encore d'autres choses, parce que finalement, pendant tout un temps on avait l'histoire de Laszlo, l'orphelin, coincé à la bibliothèque, qui cherche plein de bouquins, qui a des altercations avec un certain alchimiste qui s'appelle Tion Nero, et qui l'aime pas et puis qui essaie de profiter de ses recherches, et bref on a quelques petits trucs comme ça, et tout d'un coup l'histoire commence vraiment, et là on a la caravane qui arrive, donc on a cette espèce de traversée, donc en fait il y a plusieurs actes, je crois qu'elle appelle ça des parties, partie 1, partie 2, partie 3, et c'est vraiment dans la partie 3 je dirais au moins, donc c'est à dire quand ils arrivent là-bas, qu'on a vraiment l'ampleur, tout ce vers quoi convergeait l'histoire, enfin tous les détails, les vrais problèmes de Désolation et les vrais personnages desquels on voulait parler, et ça se débloque un petit peu à ce moment-là. Donc voilà. Donc oui c'est un petit peu lent, mais bon si vous n'avez pas peur de ça, accrochez-vous parce que ça envoie la chandelle. Donc voilà, le tome 1, le tome 2 qui rembranche presque immédiatement avec la fin ultra prenante et ultra oh non qu'est-ce qui se passe, oh mon dieu, du tome 1, et on a juste un petit chapitre au départ qui est déjà super prenant de base alors que c'est des nouveaux personnages, et puis tout de suite on rembranche sur la suite de l'histoire, et on sait très bien qu'il va y avoir masse de choses à faire parce qu'il y a du boulot. Je vous ai en quelque sorte donné un avis sur un tome 2 que je n'ai même pas lu parce que voilà, mais le tome 1 est génial, donc ouais, je recommande très très fortement. Je vais terminer avec, j'ai plus beaucoup de batterie donc faut que je me dépêche, avec Les Portes du Secret que j'ai lu sur Nextory le 29 avril 2024, Les Portes du Secret, écrit par Maria V. Snyder. En fait, c'est Les Portes du Secret, tome 1, et le tome 1 s'appelle Le Poison Écarlate, vous en avez peut-être déjà plus entendu parler comme ça. En fait, c'est un truc qui m'avait fait de l'œil il y a plusieurs années, je crois. Ou alors je me trompe, hein, je peux me tromper, mais je crois que je l'avais vu passer, et je m'étais dit « Ah tiens, ça a l'air sympa, ça m'intéresserait bien, machin ». Et finalement, je l'avais pas lu, bon voilà, donc je sais pas, ça m'a dit quelque chose. Ou alors je confonds avec un autre bouquin, parce que je crois qu'il y a un autre bouquin avec une histoire d'une fille qui est dans une prison, il y a une histoire de poison et une reine, et on dit j'arrive, je sais pas, je parle du résumé, le résumé était bizarre, en mode j'arrive, on arrive, attendez-nous, on arrive, tenez le coup, et je crois qu'il y a une fille qui est au chevet d'une reine dans une prison, un truc comme ça, bref, je crois que c'est la prison, un nom avec la prison dans le titre. Je dis peut-être n'importe quoi, d'ailleurs si vous savez de quoi je parle, mettez dans le commentaire parce qu'il y a moyen que ce soit un bouquin qu'il faut que je lise aussi, je ne sais pas. Le Poison Écarlate, je sais pas pourquoi ça s'appelle Le Poison Écarlate, je vois pas. Ouais en fait c'est une fille qui a tué quelqu'un, elle a tué un garçon, on se doute que c'est pour légitime défense parce qu'il s'est passé un truc et on sait pas encore quoi et on va mettre beaucoup de temps à savoir pourquoi, mais ce garçon donc elle l'a tué, elle est dans les geôles du commandant Ambroise, et en gros elle est censée mourir parce que en fait il y a eu un nouveau régime, un changement de régime, avant il y avait une royauté, et tout a été viré, maintenant il y a un commandant qui a créé des nouvelles lois et qui a décidé que tuer c'était nul, et que même si c'était par légitime défense, même si c'était pour se sauver la peau, même si ça, bon, quelles que soient les circonstances atténuantes, tuer c'est nul, donc vous mourrez, voilà. Donc en gros, mise à mort, pendaison, je crois que c'est une pendaison. Voilà, donc elle est censée être pendue. Elle arrive dans le bureau d'un mec qui est un chef de sécurité. Je vous
déconseille fortement de lire le résumé sur Nextory et je vous déconseille fortement de lire le résumé sur Livre Addict et d'ailleurs je pense que tous les résumés ever sur ce bouquin, ne les lisez pas. J'ai lu le résumé sur Nextory, je me disais tiens c'est bizarre, je me souvenais pas que c'était ça. Après j'ai lu le résumé sur Livre Addict et j'ai fait ok, c'était pas du tout ça en fait, enfin genre les résumés ne collent pas et vous spoilent des trucs différents. Vous voyez ce que je veux dire? Je vous déconseille fortement. Je vais pas vous spoiler. En gros, l'idée, c'est que dans le résumé Nextory, on vous spoil l'amour potentiel que peut avoir un personnage pour l'héroïne, alors que c'est pas du tout le point de départ de l'histoire. Et j'ai même envie de dire que c'est la fin de l'histoire. Enfin, vous avez pas vraiment cette romance qui apparaît du tout. Et en fait, quand on commence à comprendre que les personnages se sont attachés l'un à l'autre et qu'ils s'aiment bien et que gna gna gna, on le ressent pas. C'est mal développé. D'accord, donc quand il y a un genre de je t'aime qui sort à la fin, ou je sais plus trop, enfin une espèce de déclaration, on est en mode ok ouais, c'est très très mal amené. Donc bref, ne pas lire le résumé parce que ils vous disent des choses et vous partez du principe que c'est dit dès le départ, et en fait non, voilà, vous allez avoir l'info à la moitié du bouquin ou à la fin, et voilà, donc bref. L'héroïne, donc elle a tué ce mec, elle va être pendue, elle arrive dans le bureau du chef de sécurité qui s'appelle Bon bref. Il va lui dire ouais en fait t'es la première Valek, il s'appelle Valek. T'es la première personne qui va être exécutée aujourd'hui. Donc comme juste avant ces exécutions à venir, mon dernier testeur de poison est décédé, bah t'es la personne à laquelle j'ai le droit, grâce au codex qui dit à quoi t'as droit, à quoi t'as pas droit, t'es la personne à laquelle j'ai le droit de proposer le poste. Donc elle est la première personne qui passe, voilà. Alors déjà, des petites incohérences, hein. C'est pas des incohérences, mais c'est des bizarreries, genre, elle arrive dans le bureau et elle a tué le fils d'un général d'un autre château, là. Et là, le Valek, il lève la tête comme ça et il fait « Une femme ?» Genre, il s'attendait pas à ce que ce soit une femme qui avait tué Bidule parce qu'il avait son dossier sous le nez, il savait pas que c'était une femme, et il se dit, ouais, d'accord, bon. Et alors, enfin, ça n'aboutit jamais, cette phrase. On sait pas pourquoi il dit ça. Il lui dit qu'elle peut être goûteuse, mais que c'est dangereux parce qu'il faut qu'elle passe la formation, et ça se trouve, elle va mourir pendant la formation, et après, ça se trouve, elle va mourir après, et du coup, c'est un métier dangereux et tout. Mais d'un autre côté, soit elle meurt maintenant avec la pendaison, soit elle devient goûteuse, et peut-être qu'elle meurt pas tout de suite. Voilà. Évidemment, elle va accepter. Et après, il lui fait goûter des thés, je crois. Bon, je parle tellement que j'ai dû allaiter mon bébé, donc désolée s'il y a des bruits. Ouais, donc je disais, il lui dit, allez, prenez un peu de thé. Elle prend du thé. J'ai envie de dire, il vient lui proposer d'être testeuse de poison, mais bon, c'est pas grave. Elle prend du thé, et là il fait, voilà, il y avait du poison dedans. Il lui dit, est-ce que c'est bon, qu'est-ce que vous en pensez, ça goûte quoi, je sais pas quoi. Alors elle dit, désolée, j'utilise des expressions belges, mais bon, voilà. Elle dit, bah je sais pas, il y a tel goût, tel autre goût, machin. Et il lui dit, ok, bah celui-là il était pas empoisonné, celui-là il est empoisonné, machin. Et elle fait, quoi, vous m'avez empoisonné? En fait, elle a ces moments dans le bouquin où tout d'un coup elle est énervée pour des trucs, alors que littéralement, enfin, elle représente que dalle pour lui, il se sert d'elle, il veut qu'elle devienne testeuse et il s'en fout complet et il lui fait tester des poisons parce que il lui fait consommer un poison à un moment donné qui est le pire de tous, et il lui dit voilà, si ça passe ou ça casse, soit vous mourrez maintenant parce que vous pouvez pas le supporter, ça veut dire que vous pourrez jamais être testeuse, soit vous tenez le coup et vous devriez tenir le coup pour les poisons suivants, mais si je vous fais tester les poisons les plus faibles avant, et puis à la fin vous mourrez sur le dernier, ça serait con quoi. Donc en gros, voilà, on sent qu'il n'y a aucun intérêt pour elle, on sent qu'il est pas cool avec elle, etc. Et elle est tout le temps en mode quoi, vous m'avez fait ci, mais ça, et elle se rebelle alors que c'est pas trop la situation qui se prête à ça quoi, bref. Et du coup, donc, elle est empoisonnée par ce qu'on appelle la poussière de papillon, et donc elle doit prendre un antidote tous les matins, donc ça lui garantit à lui qu'elle ne fuira pas, et qu'elle ne fera pas de bêtises, parce que si elle se barre au bout de 24 heures, elle commence à ressentir d'horribles crampes d'estomac, elle va vomir, etc., elle va mourir dans d'atroces souffrances, voilà. Donc il faut pas qu'elle se barre. Et donc à partir de ce moment-là, bah, elle est coincée au château à devenir testeuse de poison. Et ce que je peux dire de positif sur ce roman, c'est que c'était intéressant de voir toute la technique que l'autrice avait déployée pour cet univers où ils testent de telle et telle manière, il faut bien découper, il faut bien goûter, etc. Sinon, je mettrais bien 2 étoiles, ouais 2 étoiles, parce qu'il y avait tellement d'incohérences, tellement de bizarreries, et c'est pas fini, hein, il y a un tome 2 et je sais pas combien de tomes. Mais bref, je me dépêche parce que j'ai plus de batterie.
La romance était bizarre, tout était très bizarre, les complots, les trucs, les machins, ses réactions à elle, ça tenait pas. Bref, je vais vous laisser parce que j'ai plus de batterie, je sais que ça a coupé d'un moment à l'autre. Donc je vous retrouverai peut-être pour un prochain point lecture ou d'autres vidéos. J'aimerais bien faire des vlogs, mais je sais pas si je vais pouvoir parce que c'est compliqué avec 2 enfants. Mais je verrai, voilà. Donc je vous dis à bientôt pour le tome 2 du Faiseur de rêves, la muse des cauchemars. Et peut-être d'autres romans sur Nextory et ailleurs. Et L'Engrange-Temps aussi, mais qui commence un peu mal pour moi, je vous le dis. Donc on verra. Donc à bientôt dans une prochaine vidéo. Et surtout n'hésitez pas à me dire en commentaire si j'ai dit bêtises sur les romans que j'ai lus il y a un certain temps. Voilà, bye!